pièces du Théâtre des Cuisines, les directrices de la collection de théâtre chez Revue Ménage La Nef et la préfacière du livre. Mais moi, je voudrais, en tant que représentante de la maison d'édition, tout d'abord, en fait, représentante et doyenne même dans l'équipe de remue-ménage, rappeler l'importance historique de cette pièce-là au Québec, au moment où elle a été créée en 75, au moment où elle est parue, l'importance de cette pièce-là sur la scène du théâtre québécois, pour le mouvement des femmes aussi, qui était alors en pleine effervescence, et pour la maison d'édition Remue-Ménage, parce que c'est la première publication des éditions. Et il faut dire que ce n'est pas un hasard si c'est cette première publication-là qui a lancé la maison d'édition. C'est que ça touchait à des thèmes qui étaient majeurs, qui étaient vraiment primordiaux dans l'esprit des fondatrices, qui tenaient à faire reconnaître le travail invisible des femmes et à faire reconnaître ce travail-là invisible partout dans la société, mais en particulier dans la sphère domestique. C'est un aspect qui est souvent négligé et encore de nos jours, d'où toute l'actualité du livre. Alors, je veux profiter de cette soirée pour remercier, pour dire toute notre gratitude au Théâtre des Cuisines, parce que le succès de ce livre-là, dès sa parution, a bien montré que ce genre de texte-là était nécessaire et a permis aux éditions du Remue-Ménage de continuer sur leur lancée. Et c'est une histoire qui maintenant a plus de 40 ans d'édition féministe et c'est en grande partie grâce au Théâtre des Cuisines. Je voudrais aussi remercier les directrices de la collection La Nef, qui font revivre le théâtre féministe chez Remue-Ménage et qui ont eu la bonne idée aussi de rééditer ce livre important. Alors, bonne soirée à tous. Je cède la parole. Maintenant, c'est les directrices de la collection qui vont prendre la suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Claude Saint-Laurent. Je suis co-directrice littéraire de la Nef avec Marie-Claude Garneau, que vous allez rencontrer très bientôt parce que c'est elle qui va animer la discussion, et avec Marie-Ève Milot. Marie-Ève Milot qui va s'occuper d'ailleurs ce soir du chat. Si vous désirez là, poser des questions aux invités, vous allez pouvoir le faire via le chat. C'est dans le petit onglet « Converser ». Juste en bas là, de votre écran Zoom. Et puis, moi, en fait, j'avais envie de vous parler de la collection La Nef, qui est cette nouvelle collection théâtre depuis 2019. On a publié 4 pièces déjà. Ici, Guérilla de l'ordinaire, Kink, Coco et Sissi. Et cette merveilleuse pièce dont nous allons parler ce soir, Maman travaille pas à trop d'ouvrages. En gros, La Nef, on s'intéresse aux nouvelles dramaturgies féministes. C'est ce qu'on avait envie de faire avec cette collection, mais c'était très important pour nous dès le départ que cette nouvelle dramaturgie-là puisse s'inscrire en continuité avec leurs prédécesseurs. Et c'est impératif pour nous de donc faire de la réédition. Et Maman travaille pas trop d'ouvrages s'est imposé comme première réédition. C'est assez incroyable le sujet, à quel point il prend beaucoup d'actualité aujourd'hui avec ce qu'on vit aujourd'hui. Puis, on a vécu l'été passé, pas l'été passé, mais l'été 2019, dans l'Ancien Monde. On a lu des extraits de la pièce lors du festival Soir, dans un bar sportif qui s'appelle le Bruno Sport Bar. On était entourés d'écrans avec la diffusion de sport. Et puis, on a lu des extraits de Maman ne travaille pas trop d'ouvrages dans ce bar-là, avec tout le monde qui buvait de la bière avec ces écrans de sport-là. Et c'est incroyable comment la langue a fait son chemin dans ce lieu-là, cette langue directe, actuelle, vraiment avec énormément d'humour, mais un sujet tellement percutant. Ça nous a vraiment, ça a été vraiment particulier comme expérience de se rendre compte à quel point cette pièce-là n'a pas vieilli. Puis on espère de tout cœur que la réédition va donner envie à d'autres personnes de la monter.
Alors, je vous laisse là-dessus. Je te cède la parole, Marie-Claude, pour que tu puisses accueillir nos invités. Merci. Merci, Marie-Claude. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment fébrile. Quand on voit qu'il y a comme 100 personnes qui sont là réunies, je pense que ça déborderait de Lugilion, par exemple, si on était dans une librairie. Donc, c'est très excitant. Ce soir, avec Marie-Ève et Marie-Claude, on a préparé une série de questions pour nos 3 invités du Théâtre des Cuisines. Mais aussi des questions pour Naïma Amrouni qui a accepté d'écrire la préface de la nouvelle édition. Donc, Naïma est avec nous aussi ce soir. Et donc, je vais y aller. Oui. D'ailleurs, en fait, je vous demanderais de bien vouloir éteindre vos micros si possible. Comme ça va, ça va orienter notre regard sur la personne qui parle. Ça va moins nous déconcentrer. Et comme Marie-Claude l'a dit, vous pouvez écrire vos questions dans la petite boîte conversation, dans le chat. Marie-Ève va se faire un plaisir de combiner, de prendre en note les questions et puis on va essayer de garder un bon moment à la fin si vous avez envie de poser des questions. Donc, excusez-moi. Alors, je vais commencer en fait peut-être par, originalement, c'était 5 filles qui étaient membres du Théâtre des Cuisines. Donc, il y avait Solange Collin, Pierrette Savard, qui ne sont pas avec nous ce soir, mais il y avait aussi Véronique O'Leary, qui est avec nous. Il y avait Denise Fortier et Carole Fréchette, qu'on a avec nous ce soir. Donc, je vais essayer de résumer assez rapidement vos biographies. Vous m'avez fait parvenir vraiment de belles descriptions de ce que vous avez fait. C'est vraiment le fun de voir votre parcours. Véronique, je vais commencer avec vous. Vous avez été formée à l'École supérieure du Théâtre national de Strasbourg quand même dans les années, à la fin des années 60, dans les années bouleversantes de 68. Vous avez fait partie aussi du Front de libération des femmes du Québec. Vous avez travaillé au Centre des femmes et au Journal québécoise debout. Bon, évidemment, c'est vous qui avez, avec les 4 autres filles, initié à la fin 73 la création du Théâtre des Cuisines, qui est, oui, le premier théâtre féministe au Québec. Évidemment, dans cette urgence vitale de la lutte pour le droit à l'avortement, vous avez créé collectivement Nous aurons les enfants que nous voulons, le 8 mars 1974. Et l'année suivante, le 8 mars 1975, vous avez créé Maman travaille pas à trop d'ouvrages. Vous êtes partie ensuite pour la Gaspésie. Vous avez fait une formation d'infirmière. Puis vous êtes revenue à la fin, au début des années 80 à Montréal. Et pendant la visite du pape, je ne connaissais pas cette anecdote que je trouve savoureuse. En 84, vous avez produit la lecture spectacle délinquante de Les Fées ont soif avec Denise Boucher, avec Pauline Julien et Luce Guilbeault, quand même. Vous avez travaillé à la clinique Morgan Taylor aussi, au Centre des femmes de Montréal. Vous avez fait une pratique assidue aussi de l'art martial. Et puis, depuis la fin des années 80, vous êtes de retour dans le Bas-Saint-Laurent. Votre travail aussi entre les créations solo avec diverses communautés que vous accompagnez à partir des arts, du geste, le cœur. Vous êtes vraiment dans un travail engagé. Denise Fortier. Oui. Merci de bien vouloir éteindre vos micros. Merci. Denise, vous avez été militante dans des organisations aussi de gauche de 72 à 78. Vous êtes impliquée dans des groupes féministes, au Centre des femmes, pour le Journal aussi québécoise debout, le Théâtre des Cuisines, bien évidemment, le Centre de santé des femmes aussi. Puis, vous avez fait un retour aux études en administration. Vous avez travaillé 30 ans pour le Mouvement Desjardins. Vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration, d'organismes communautaires aussi. Vous avez été maman en 82, c'est important de le dire, et grand-maman en 2009. Ça aussi, c'est du travail. Hein? Maman ne travaille pas trop d'ouvrages, nous l'a dit aussi. Maintenant, vous êtes retraitée, oui, depuis 10 ans.
Carole Fréchette. Bonsoir, Carole. Vous avez été formée comme comédienne d'abord à l'École nationale de théâtre du Canada. Vous avez fait partie du Théâtre des Cuisines jusqu'au tournant des années 80. Puis ensuite, vous vous êtes consacrée à l'écriture. Vous êtes l'autrice d'une vingtaine de pièces, dont entre autres Les 4 morts de Marie, Les 7 jours de Simon Labrosse, Le collier d'Hélène, Je pense à You, entre autres. Vous avez écrit aussi 2 romans pour adolescents. Vos textes sont traduits là, en plusieurs langues, sont joués à travers le monde. Vous avez obtenu de nombreux prix et récompenses. Vous avez été récipiendaire du prix du gouverneur général à 2 reprises. Et en 2002, vous avez reçu le prix Siminovitch, qui est une récompense qui est accordée à un auteur de théâtre canadien là, pour l'ensemble de ses écrits, de ses œuvres. Vous publiez généralement vos œuvres chez Loméacte, Actes Sud Papier. Et en 2017, il y a un ouvrage qui est consacré à votre théâtre sous la direction de Gilbert David. L'ouvrage s'intitule Carole Fréchette, dramaturge, un théâtre sur le qui-vive, donc qui a été publié chez Nota Bene dans la collection Études culturelles. Et enfin, la dernière et non la moindre, Naïma Amrouni, tu es professeure d'éthique appliquée au département de philosophie des arts de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tu as un doctorat en philo de l'Université de Louvain et de l'Université de Montréal. Et tu as fait aussi un post-doctorat en éthique féministe et justice raciale à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. C'est là qu'on s'est rencontrés, j'avais le goût de le dire. Tu es membre de plusieurs groupes de recherche, entre autres du Réseau québécois en études féministes. On a demandé ton expertise là, sur plusieurs groupes et conseils aussi. Tes travaux sont au confluent de la philo morale et politique, du droit, de l'éthique féministe. Tu travailles sur la théorisation d'une approche pluridimensionnelle de la justice. Tu as publié aussi des ouvrages et participé à des ouvrages d'importance. Entre autres, tu as co-dirigé un ouvrage avec Chantal Maillet, un ouvrage assez important qui s'intitule Le sujet du féminisme est-il blanc, qui a été publié chez Revue Ménage. Et tu as aussi, entre autres, là, publié des textes dans un livre aussi publié au Revue Ménage en 2015 aussi, le CARE, éthique féministe actuelle. Et tu as publié aussi, entre autres, dans Recherche féministe. Alors, ça donne un peu le ton. On a des gens de grande qualité, des gens très impliqués avec nous. Ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir la discussion. Ma première question va s'adresser, je vais vous appeler amicalement les filles du Théâtre des Cuisines. Donc, ma première question s'adresse à vous. Je vais la poser, puis peut-être Véronique pourrait être la première personne qui pourrait y répondre. Et si Denise et Carole, vous avez envie de renchérir ou d'ajouter, évidemment, on y va avec notre petite technique et je suis à l'écoute de vous. Alors, la première question que les filles de la nef se posaient, en fait, c'est dans le moment, dans la pièce, vous dépeignez non seulement des femmes qui sont issues de milieux modestes, mais vous alliez jouer aussi à l'époque devant des travailleuses en grève, par exemple, ou qui étaient impliquées dans des comités de conditions féminines des syndicats, des comités de parents, surtout aussi en tournée. Vous aviez vraiment le désir d'aller vers ces femmes à l'époque. C'était vraiment un de vos moteurs. Donc, comment cette approche-là, comment ces rencontres-là aussi avec ces femmes issues de milieux plus modestes, comment ça influençait votre travail? Véronique, je vous cède la parole. Ou si, si Carole ou Denise a envie de... Mais j'ai envie que quelqu'un... J'ai allumé mon micro. Écoute, je ne sais pas comment le prendre. En fait, on était issus du Front de libération des femmes au Centre des femmes. Et au Front de libération des femmes, c'était majoritairement pas des femmes ni tellement étudiantes ou de milieux aisés. Il y avait plusieurs femmes qui travaillaient plutôt dans les services, secrétaires, documentalistes. Donc, il y avait des comédiennes, moi, Marie-Claire Nolin, mais on vivait en commune, comme des jeunes à l'époque. Donc, on se sentait vraiment... disons que c'était l'époque qui était très politisée, où on savait très bien que mieux vaut riche et en santé que pauvre et malade.
Et donc, la question de l'avortement qui était fondamentale, je vais juste prendre cet exemple-là. Au Centre des femmes, notre rôle, c'était de collaborer avec les médecins en désobéissance civile pour aider les femmes à avoir leur avortement. Et en fait, quand on recevait les téléphones, on prenait les rendez-vous pour les conseiller, pour leur donner de l'information, la dernière question était toujours la plus douloureuse, c'est combien est-ce qu'elle pouvait payer? Et ça, c'était la question qui nous faisait voir à quel point il y avait beaucoup de pauvreté chez les femmes, à quel point une femme pauvre, c'était dramatique si on lui refusait l'avortement, parce qu'elle ne pouvait juste pas l'avoir. Et nous, on avait une entente avec des médecins que c'était nous qui regardions les échelles. Et donc, ça nous a mis vraiment dans la conscience de comment la survie des femmes est particulièrement pour ça. Parce que si on les refusait, on n'a jamais refusé, puis les médecins n'ont jamais refusé une femme qui n'avait pas d'argent. Mais si on les refusait, c'était la broche tricotée, c'était le charlatan et c'était une question de vie ou de mort. Donc, c'est à ce point-là la question des sous. Donc, c'était clair pour nous. Et le bonheur d'aller rencontrer des femmes qui n'avaient pas forcément accès à ce à quoi on avait accès nous. C'est ça que je peux te dire. Voilà. Denise, voulez-vous ajouter quelque chose à ce sujet? Oui. Ben, de jouer devant les comités de conditions féminines des syndicats, puis de jouer devant des travailleuses en grève, en tout cas, moi, ça me motivait beaucoup. Moi, je viens de milieu modeste, très modeste. Puis, j'ai commencé à travailler à 14 ans pour des emplois d'été. J'ai travaillé 2 étés de suite dans des usines. Ça fait que rencontrer ces femmes-là, pour moi, c'était facile, là. C'était pas, il n'y avait pas une très grande différence. Puis, après la pièce, il y avait toujours des discussions. On ne jouait jamais sans qu'il y ait une discussion avec les gens dans la salle. Et c'est ce rapprochement-là avec les gens qui nous regardaient, bien, ça a permis d'améliorer et puis de renforcer notre message. Puis c'est ça. Mais c'était facile. C'était pas vraiment, on était en confiance, puis ça se développait bien. Oui, c'est ça ce qui est frappant, en fait, que vous dites, c'est que ben, vous étiez issu de ce milieu-là, donc c'était pas complètement détaché de vos réalités. C'était des gens que vous côtoyez, donc c'était vers eux, c'était à eux que s'adressait aussi la pièce. Oui, puis les luttes syndicales, les luttes des années 70 étaient fortes, étaient difficiles. C'était des belles luttes. Tu sais, le Front commun intersyndical en 1972, c'était fort, là. On se sentait proche de ça, la grève à la United Aircraft. Moi, je me souviens, ça m'a marqué. Il y a eu la grève de la presse où, dans une manifestation, il y a une femme qui est morte. C'est quelqu'un que Véronique connaissait. C'était une grosse manifestation en appui aux grévistes de la presse. Les batailles étaient dures et importantes. Et puis, c'est ça. Ça a formé... moi, j'avais un sentiment de classe. Là, d'abord, j'étais pour la lutte des classes, premièrement. Puis, je me sentais proche de ces luttes-là. Carole, est-ce que... oui, si je peux. Mais moi, peut-être mon histoire est un peu différente. Moi, j'arrivais d'une école de théâtre, donc j'arrivais d'un autre monde. Et puis, donc j'avais été formée pour être une actrice au service des grands textes. Je n'avais pas été formée du tout pour faire de la création. Et donc, je suis arrivée, mais j'ai eu un peu le coup de foudre pour tout le mouvement de création collective. Et puis, avec une de mes amies, Pierrette, là, qui a finalement fait partie du Théâtre des Cuisines, on s'est dit, on va écrire un spectacle sur les femmes, toutes les deux. Puis on est allé rencontrer Véronique au Centre des femmes, puis elle nous a dit, bien, on a, nous autres, une troupe qui s'appelle le Théâtre des Cuisines. Pourquoi vous ne venez pas? Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette troupe-là du Théâtre des Cuisines. Puis, pour répondre à la question, est-ce que les rencontres avec les femmes nourrissaient notre travail? Certainement, les rencontres, les discussions, comme tu dis, Denise, les discussions avec le public, c'était super important. C'était ça qui donnait tout le
sens à notre travail. Je me rappelle pas que pour écrire « Maman travaille pas », qu'on ait tellement fait des rencontres avant, peut-être parce que le sujet du travail ménager était tellement universel qu'on savait tout ce que c'était. On avait des mères, des tantes, des grands-mères, même si nous autres, on avait 25 ans puis on n'avait pas d'enfants à l'époque, mais tout le monde savait ce que c'était. Donc, on avait fait des lectures un peu théoriques sur la question du salaire pour le travail ménager, mais la réalité du travail ménager, on la connaissait comme tout le monde. Et donc, on n'a pas nécessairement fait beaucoup de recherches au préalable auprès des femmes, mais quand on l'a joué, là, le contact avec les femmes dans toutes sortes de milieux où on allait, c'était très précieux. C'est ça qui nous nourrissait beaucoup. Oui, Véronique. Suite à ce que dit Carole, en fait, moi, l'école de théâtre, c'était la même, mais c'était en France, mais c'était en plein mai 68. Donc, j'avais fait déjà du théâtre dans la rue. Quand je suis revenue à Montréal, du théâtre, ce qu'on appelait l'agite propre. Et on a travaillé avec des grévistes, les gars de la Palme, on a fait un spectacle avec eux, on a fait un spectacle avec les grévistes de Squib. Donc, il y avait toute cette... et quelque chose de magnifique qu'on a vécu, les filles, si vous en souvenez, quand on a joué à Pointe-Saint-Charles. On n'allait pas devant un public de gens qui allaient au théâtre, là. Les femmes, ils n'avaient jamais été au théâtre. À Pointe-Saint-Charles, on joue, puis elles parlent pendant qu'on joue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puis on se sentait comme « Oh, mon Dieu, mais elles n'aiment pas ça ». Mais en fait, c'est parce qu'elles n'avaient pas les cours de « on se tait au théâtre ». Elles étaient avec nous, elles vivaient avec nos personnages. À la fin, elles sont venues nous embrasser sur scène, puis il y en a une qui a dit « si on avait su que c'était ça le théâtre, on serait allé avant ». Moi, je me suis dit, c'est pas forcément ça que vous allez voir, puis vous allez payer pour. Donc, il y a eu ce rapport aussi de jouer pour des publics, ce que moi j'ai appelé des publics non professionnels. Et il y a quelque chose de particulier dans le lien avec le public à ce moment-là. C'est vraiment du cœur à cœur. Il n'y a pas le jugement, on va regarder qu'est-ce qu'elles font. Il n'y a pas ça. Il y a quelque chose qu'on n'a plus envie de perdre après, jamais, dans aucun style de théâtre. On va y revenir plus tard parce qu'on en a une question sur votre rapport au théâtre à l'époque. Mais là, moi, je voudrais revenir parce que vous en avez déjà parlé, et Denise et Véronique, la question de la grève, en fait. La grève, c'est vraiment un symbole important dans la pièce. Puis vous en avez parlé aussi dans vos influences aussi dans le quotidien aussi. Véronique, là, vous soulevez que vous avez fait des spectacles avec des grévistes. Denise, tantôt, vous avez parlé de grèves importantes là, qui ont marqué quand même les mouvements syndicaux et sociaux. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la grève a un impact aussi fort que ce que vous avez l'air de décrire là, à l'époque de la création de la pièce? Oui, Denise, allez-y. Ben, la grève, comme moyen de pression, c'est efficace. C'est même très efficace. Ça l'était, ça l'est encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a des grèves qui sont plus sympathiques que d'autres. Hein? Il y a des grèves, tout de suite, les gens vont embarquer, ils vont soutenir les grévistes. Mais moi, j'y crois à ce mouvement-là. Les grèves, les manifestations, c'est vraiment ce qui permet d'avancer. Sinon, on peut toujours écrire, on peut toujours... mais bon, c'est ça. Puis, pour les ménagères, c'est sûr que nous autres, quand on a dans la pièce, quand les ménagères font la grève, on était très conscientes que c'était idéaliste, que ça ne se pouvait pas. On ne peut pas organiser des gens qui sont tout seuls dans leur cuisine. Pour s'organiser, il faut avoir quelque chose en commun. Mais c'était la seule façon qu'on avait pour démontrer l'importance du travail ménager. Puis, on avait beaucoup de revendications. Moi, dans la pièce, ben là, ça n'a pas rapport avec la grève, mais je voulais l'amener parce qu'à un moment donné, dans la pièce, on dit, j'ai perdu la place, on dit, tant qu'il y aura des exploités dans les cuisines et les usines en Occident ou en Orient.
rien de moins, là. On visait grand, là, l'Orient, l'Occident. On était très intense, hein, vraiment, là, on mettait tout notre cœur, puis tout ce qu'on voulait. Ben, c'est ça. Oui, Carole, Oui, oui, on c'est dit... vrai. C'est vrai qu'il y avait une utopie. La grève des ménagères, c'était comme une utopie, comme tu dis, Denise, parce que les ménagères, elles étaient isolées. Et puis aussi, le travail ménager, c'est un travail qui finit jamais, enfin, puis qui a des implications émotives autrement qu'un travailleur d'usine, là. Tu sais, ça a des implications dans la vie amoureuse, dans la vie familiale, etc. Mais c'était une façon de démontrer par l'absurde d'une certaine façon ou par l'absence l'importance de ce travail-là qui était effectué, ce qu'on appelait le travail invisible. Puis je pense peut-être aussi que l'idée de la grève est venue parce que, comme tu dis, Denis, c'était une époque où il y en avait beaucoup des grèves. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais c'était un moyen de pression. Il y avait des grandes grèves, les grèves du Front commun, la grève de la police. Il y a eu des mouvements énormes et je pense qu'on baignait dans cette époque-là et dans cette atmosphère-là. Donc, l'idée de grève nous est venue naturellement, puis aussi, c'était une bonne façon de faire la démonstration qu'on voulait faire. Oui. Véronique, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Ah, votre micro. Il faut mettre votre micro. La grève, dans la bonne analyse marxiste de la lutte des classes, c'est l'outil qu'ont les opprimés pour attaquer le patron. Je veux dire, c'est eux qui produisent. Donc, les femmes, c'est elles qui s'occupent. Donc, quand on arrive, puis le juge dit « Vous avez abandonné vos enfants », on dit « Non, on les a laissés à nos maris ». Donc, c'était vraiment montré, mais on vous embête, puis c'est le patron qui va payer pour ça. Donc, la grève des femmes est très puissante pour montrer qu'on fait du travail. Je relisais les statistiques, les femmes dans le monde font 52% du travail, pas salarié, mais du travail qui est effectué. Et elles reçoivent à peine 20%. Donc, et il y a eu des grèves de femmes, il y en a eu en Islande, là, les dernières années, il y a eu les grèves. Donc, ça s'est fait. Moi, quand je voyais ça, waouh! Tu sais, c'est pas la grève de toutes les ménagères, mais il y a eu des milliers de femmes dans plusieurs pays qui ont fait la grève. Donc, je pense que maintenant, il y a plus, ça a donné la conscience, ouais, quand on n'est pas là, ça met le grain de sable dans la machine. Avec plein de grains de sable, c'est une tempête de sable. Merci. Oui, oui, Denise. Je vais juste ajouter un autre moment dans la pièce qui est drôle, puis toute la scène entre le boss et le juge. Quand à un moment donné, le boss dit, parce qu'on demandait une forme de socialisation des travaux ménagers, à un moment donné, le boss il dit, socialiser les travaux ménagers, ça commence par partager une balayeuse, puis ça finit par vouloir partager les profits. Elle était drôle. Ouais. Mais moi, dans ce temps-là, à 25 ans, je n'aurais pas haï ça, partager les profits. Hein. Sincèrement, là, je pouvais aller jusque-là. Je vais passer à... J'aurais une question pour Naïma Mrouni. Un peu dans le même ordre d'idée, évidemment, de la grève, évidemment, du travail des femmes. Je vais te ramener à ta superbe préface qui fait un travail de synthèse, mais aussi qui ouvre sur des nouvelles idées à partir d'un moment. C'est vraiment un travail formidable que tu as fait. Merci encore. J'aimerais que tu détailles un peu, en fait, dans la préface, tu dis peut-être les filles et les femmes sont-elles moins servantes sur le marché du travail et dans la famille, en parlant d'aujourd'hui, mais elles le demeureront dans la chambre à coucher. Et tu dis aussi que les femmes qui gagnent sur le marché du travail perdent sur celui de l'amour. Hein? Donc, on parle d'intimité. Tu parles évidemment d'intimité hétérosexuelle ici. Moi, ça m'a marqué à la lecture quand même de la préface. Comment tu envisages cette question-là de l'intimité aujourd'hui? Parce qu'il y en est question dans la pièce, puis tu développes là-dessus. Est-ce que la question de l'intimité, ça fait toujours partie du care pour toi? Comment tu peux élaborer à partir de peut-être de la philosophie du care aussi?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si je vais répondre parfaitement à la question. Maintenant que j'y pense, puis en écoutant les filles parler, je réalise, c'est vrai à quel point dans la pièce, les femmes ne s'intéressent pas seulement à mettre en évidence le travail domestique qui est invisible, mais elles s'attardent aussi à montrer l'espèce de toile d'araignée dans laquelle se retrouvent prises les femmes qui sont assignées au rôle de ménagères, même celles qui se trouvent à travailler aussi à côté, se trouvent à combiner la double journée de travail. Et elles parlent à un moment de la pièce du fait qu'elles ne sont pas seulement assignées aux tâches domestiques, mais qu'elles sont aussi privées en quelque sorte de la jouissance. Et puis quand elles revendiquent le droit à maîtriser leur propre corps, contrôler leur propre corps, par exemple en accédant à l'avortement, elles parlent aussi parallèlement du droit de jouir, elles aussi. Elles s'expriment, je pense que c'est dans une chanson, peut-être parce que la pièce est ponctuée de plusieurs chansons. On veut jouir, nous aussi, bon. Et là, je me suis fait la réflexion, tu sais, il faut toucher un mot là-dessus parce qu'en fait, il y a cette espèce de cercle vicieux à l'intérieur duquel est prise la femme qui se retrouve mariée avec des enfants à réaliser une proportion beaucoup plus importante de tâches domestiques, commencer à travailler un peu moins ou à temps partiel, ou en tout cas ramener un salaire moins élevé, se retrouver soumise insidieusement à son conjoint, se retrouver dans une forme de dépendance financière qui peut être contrebalancée aussi par une sorte de soumission, pas nécessairement une soumission sexuelle, mais une manière de faire étouffer ses propres envies à elle, ses propres désirs et laisser toute la place à son conjoint qui, lui, peut prendre les décisions, peut jouir en premier et en dernier dans une union hétérosexuelle. Là, j'ai fait un pont avec l'ouvrage que j'avais vraiment adoré de Lily Boisvert, le principe du come shot. Donc, c'est l'éjaculation masculine qui met un terme à la relation sexuelle, même si la femme n'a pas elle, eu d'orgasme. Et je me suis dit, il y a vraiment un lien à faire entre l'émancipation dans notre intimité hétérosexuelle, si c'est le cas, et l'émancipation domestique. Donc, la question de remettre à l'avant-plan la visibilité, visibiliser aussi le travail de care, le travail domestique et l'inégalité qui a cours dans cette pratique-là, ça permet en même temps de visibiliser les inégalités qui se figent, qui se cristallisent dans les couples hétérosexuels autour aussi de la sexualité, du choix des loisirs, des passe-temps, de la manière d'élever ses enfants, etc. Et puis, ça me permettrait peut-être de dire aussi quelque chose sur l'actualité de la pièce parce que j'ai vu que quelqu'un posait la question tout à l'heure dans le chat. En fait, c'est que pour plusieurs, même ce que je suis en train de dire là, ça peut paraître dépassé. Pour plusieurs, même dans mes classes, la semaine dernière, j'enseignais un cours sur la persistance de la division sexuelle du travail à notre époque encore. Et les jeunes, leur première impression, c'était de dire, mais bon, on n'est plus, le genre n'a plus l'emprise sur nos esprits comme il l'avait auparavant. Les couples sont plus libres que jamais de partager les tâches domestique, la division du travail s'est déjà largement estompée entre les sexes et puis au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'avenir, il n'y en aura plus à un moment donné, mais c'est vraiment important de rappeler l'actualité de la pièce puis de rappeler que ce n'est pas ce que reflètent les statistiques en la matière. Si les femmes sont peut-être plus assignées aussi systématiquement qu'avant au rôle de reine du foyer, il se trouve qu'en termes de statistiques, même 45 ans après l'apparition de la pièce, elle réalise à l'heure actuelle au Québec, donc dans une société qui se dit pourtant égalitaire et progressiste, 2 fois plus de travail de soins aux enfants et les 3/4 des tâches domestiques. Et ça, même dans les jeunes couples. Et c'est souvent quelque chose qui va se cristalliser après la venue des enfants, justement. Dans le fond, la pièce, c'est pas non plus on est en couple et maman, et je travaille plus que mon chum, c'est aussi maman travaille pas à trop d'ouvrages parce que l'inégalité a tendance à se creuser. Les inégalités au sein d'un couple hétéro ont tendance à se creuser une fois la naissance du premier enfant arrivé, finalement.
Et plus encore que ça, il y a des recherches qui ont démontré, puis ça, c'est vraiment intéressant, puis ça donne à réfléchir. En tout cas, on a des questions à se poser comme société, que si une femme dans un couple hétérosexuel se retrouve à occuper un poste de plus haute responsabilité, qui est associé à un plus grand pouvoir aussi, étrangement, elle va se retrouver à assumer plus de tâches domestiques et de soins aux enfants qu'une femme qui occuperait un emploi subalterne sur le marché du travail. Et ce que les chercheurs avaient émis comme hypothèse pour faire sens de cette réalité-là, c'est qu'en fait, les couples, les femmes, vont chercher à éviter de faire peur finalement à leur conjoint. Ils vont essayer de minimiser tout le pouvoir qu'elles ont ou ce qu'elles ont pu acquérir dans la sphère publique. Elles vont le minimiser dans leur intimité. Et en fait, je trouve ça fascinant, mais bon, terrorisant en même temps. Et dans le fond, dans la préface, je fais des liens avec la tendance à l'hypersexualisation, l'objectification, les retouches, les chirurgies, etc., qui sont vraiment plus accessibles au grand public aussi, puis qui montent en flèche, et voir comment est-ce que les femmes qui acquièrent davantage de pouvoir socialement en viennent finalement à pas se rabaisser, mais s'objectifier davantage, réduire un peu, se féminiser, conserver une part de féminité que le pouvoir leur ôterait, en tout cas, si on se rapporte aux normes de genre, là. Et c'est vraiment une sorte de backlash insidieux, probablement, qu'on est en train de vivre et qui n'est pas souvent nommé de cette façon-là. C'est pas seulement une question qui touchait les femmes dans les années 70, la question de l'invisibilisation du travail domestique, de care, de l'inégalité sexuelle, c'est toujours vraiment une question d'actualité. Oui, puis tu le montres bien aussi par justement les ponts que tu fais, puis les explications que tu donnes par rapport à cette question-là. En fait, ça m'amène à je reviendrai à une question pour les filles du théâtre des cuisines, justement sur cette question-là. En fait, du genre, des inégalités entre les rapports sociaux de sexe. Je vous ramène sur le terrain du théâtre, mais à l'époque de la création de Moments et à l'époque où vous avez tourné, vous avez joué la pièce, votre distribution, justement, vous étiez un théâtre féministe, donc votre distribution était exclusivement féminine et vous interprétiez des rôles et féminins et masculins, là, évidemment, le boss, le patron, le juge. Comment, on se demandait à la nef, là, comment c'était reçu ça, que vous soyez des filles qui jouiez des personnages masculins? Et puis, j'ai un deuxième facette à ma question. Comment vous voyez aujourd'hui un peu l'éclatement des genres dans les castings sur les scènes de théâtre actuellement? Est-ce que vous avez comme quelque chose à dire à ce sujet? Peut-être, je ne sais pas, Carole, si tu veux, y aller. Je vous tutoie, je vous vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Les filles des cuisines. Allez-y, Carole, désolée. Vous parlerez de Denise et Véronique. Moi, je n'ai pas le souvenir que ça choquait qu'on jouait les rôles d'hommes, mais on ne jouait pas les rôles d'hommes dans un esprit d'éclatement des genres, pas du tout. On jouait des rôles d'hommes avec des masques parce que pour représenter des figures. C'était la figure du patron, du premier ministre, du prêtre, du mari, etc. Et moi, donc, je ne me rappelle pas qu'il y a eu des réactions précises sur ce fait-là. Mais c'est sûr que je me rappelle des réactions quand on a fait la tournée, puis qu'on arrivait dans une petite ville ou un village, puis on était 5 filles dans la vingtaine, dans notre petite camionnette, puis on montait nos décors nous-mêmes, puis on contrôlait complètement notre affaire. Ça, je me rappelle que ça faisait réagir, ça faisait sourire, ça faisait plaisir, ça faisait des petites jokes, des fois un peu déplacées. Ça faisait réagir. Mais le fait qu'on jouait des hommes, j'ai aucun souvenir que ça ait provoqué des réactions particulières. Denise, oui? Est-ce que vous avez un souvenir peut-être différent? Non, c'est ça. Carole a tout à fait raison. Puis le fait de jouer avec des masques,
c'est différent. C'est complètement différent, le masque. Ça évite, on n'était pas habillés, les filles n'étaient pas habillées en gars, puis bon, c'était un masque, puis le masque, il personnifiait les personnages masculins. Puis, de toute façon, à l'époque, on n'était pas le seul groupe féministe, juste de femmes, autonomes de femmes. Donc, ça se comprenait, les gens acceptaient qu'on joue des rôles masculins, puisqu'on était un groupe de femmes. On n'avait pas le choix, là, on n'était pas pour intégrer des hommes pour jouer les rôles d'hommes. On était un groupe de femmes. Là où ça posait problème, c'est parmi les organisations de gauche à l'époque, eux autres, ils nous disaient qu'on divisait la classe ouvrière. Et ça revient à ce que Naïma disait, oui. Eux autres n'étaient pas d'accord nécessairement avec notre théâtre féministe. Ils auraient voulu que les hommes et les femmes soient dans le même groupe, se battent ensemble pour des revendications, pas toujours celles qui représentent les femmes. Alors, c'est plutôt de la gauche qu'on avait des commentaires, mais pas parce qu'on jouait des personnages masculins, parce qu'on divisait la classe ouvrière. Parce que vous étiez des femmes qui prenaient en charge votre travail, vous faisiez du théâtre, vous parliez pour les femmes. Parce qu'on se battait sur des questions l'avortement qui évidemment c'était pas unanime dans la société, fait qu'on divisait la classe ouvrière sur la question de l'avortement, là, si des travailleurs étaient contre l'avortement, bon. Puis on mettait de l'avant les revendications, les congés de maternité, bon, tout ça, ce que les syndicats, c'est pas les mêmes revendications que les syndicats mettaient de l'avant. Je suis certaine que Véronique a quelque chose à dire aussi là-dessus. Oui. Votre micro, Véronique. Terrible avec les marxistes-léninistes. Moi, c'est ça qui m'a fait quitter Montréal quasiment. Mais parce que c'était comme des camarades au départ, là, on était de gauche et tout ça, mais ils étaient patriarcaux. Ils étaient intimement patriarcaux. C'était des machos. Pas toutes, encore une fois, et tout ça. Mais fondamentalement, on s'est même fait dire que la lutte pour l'avortement, c'était pour empêcher les femmes de la classe ouvrière de faire des enfants. C'était quelque chose. On s'est fait menacer un 8 mars où on avait été là où il y avait en lutte, pour ne pas le nommer, ou un autre groupe. Et puis, on s'est fait vraiment dire, vous partez d'ici parce que vous divisez la classe ouvrière. C'était une des violences qu'on vivait vraiment graves. Et on sait que dans tous les pays où il y a eu des révolutions, Algérie, Chine, enfin, qui ont tourné après, mais en fait, dès que la révolution était finie, que les femmes avaient porté les valises pleines de bombes, qu'elles avaient toutes faites, c'était vous retournez à la maison. Donc, on savait ça. Et ça, c'était extrêmement difficile. Et les masques aussi, je vais revenir là-dessus, dans le sens que c'était très brechtien, notre style. Je veux dire, moi, à Strasbourg, on avait étudié Brecht, on avait travaillé les masques, après, je les ai retravaillés. Donc, c'est un style, justement, qui prenait une distance par rapport au réalisme, à la psychologie. C'est un style qui permet de voir au-delà de la psychologie, mais de voir l'aspect social du stéréotype. Donc, c'est très intéressant. Donc, oui, et par rapport à ce que tu demandais pour maintenant, est-ce que j'y réponds? Puis après ça, absolument. Ben moi, je trouve que si sur scène, ce que tu fais a du sens, le genre n'a aucune importance. Si ce que tu fais a du sens. Si c'est fait pour de la provocation ou c'est fait pour, je ne sais pas quoi, là, mais pour n'importe quel théâtre, en fait. Et donc, pour moi, justement, c'est intéressant qu'on sorte des genres, sauf que je trouve que la société n'a jamais été aussi genrée violemment que maintenant, avec justement l'hypersexualisation des petites filles, la prostitution, la pornographie infantile. Je veux dire, je suis terrorisée de ce qui se passe en ce moment. Terrorisée. Carole, est-ce que vous vouliez ajouter? Oui, bien, en fait, je voulais savoir à quoi vous faites allusion quand Marie-Claude, quand tu dis l'éclatement des genres sur nos scènes. Moi, je vais beaucoup au théâtre et je n'étais pas sûre de savoir exactement
à quoi tu faisais référence. Ben oui, ben en fait, bien franchement, c'est pas ma question. Je relaye la question d'une collègue, puis j'ai écrit à côté de ma question « exemple », point d'interrogation, puis j'ai oublié de demander des exemples, mais moi aussi, je me pose la question. Mais je sais pas, je pense qu'il y a... disons, l'éclatement des genres dans la société, je le vois bien, tu sais, le mouvement de comment, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas... Ben, il y a le mouvement queer un peu plus aussi, oui, puis sur scène, on pense à des compagnies aussi de théâtre qui travaillent un peu plus de manière, oui, c'est ça, de plus fluide, qui cassent peut-être ou pas avec certaines pratiques aussi plus des années 70 ou 80. Mais ce que vous dites par rapport au masque, je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'était déjà à quelque part une façon de travailler autrement le genre, en fait, à partir aussi un peu des fonctions de vos personnages, en fait. C'était ça qui était... Oui, c'est ça. On n'essayait pas comme je disais, c'était des figures, on mettait en scène des figures, puis comme dit Denise, l'important, c'était qu'on était juste des femmes dans l'équipe. Ça, c'était important pour contrôler notre parole, prendre la parole, puis nous donner toute la place de mettre en avant notre point de vue. Et comme on était juste des femmes, eh bien, il fallait bien interpréter les hommes, mais c'était dans ce sens-là. Je vois que le temps file, puis je sais qu'il y a quelques questions des gens de l'assistance. Moi, j'aurais peut-être une dernière question pour Naïma, justement, pour t'amener vraiment plus directement sur le terrain du théâtre. C'est une question quand même assez simple, mais est-ce que cette incursion-là, dans l'univers de Maman travaille pas, trop d'ouvrages, dans cette incursion-là du théâtre militant, féministe, est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que ça résonne différemment dans tes travaux de recherche? Est-ce que ça l'a allumé? Oui, écoute, j'ai vraiment, pour moi, c'était vraiment un cadeau là, de me faire offrir d'écrire la préface d'une pièce de théâtre comme celle-là, mais oui, qui résonne naturellement avec mes travaux qui portent sur la division sexuelle du travail depuis les 10 dernières années, qui sont tellement d'actualité. Mais ce que j'aimerais dire sur mon incursion, ma brève incursion dans le théâtre, que j'aimerais vraiment prolonger, parce que c'était un coup de foudre, c'est à quel point le théâtre, mais aussi la poésie, le slam, ça permet non seulement de critiquer la réalité à l'ombre d'un idéal, qui serait plus libre, égalitaire, mais aussi plus heureux. Donc, ça permet de critiquer, mais différemment de ce qu'on fait dans les textes de philosophie qui sont vraiment plus argumentés, structurés, logiques, froids aussi sur le plan émotionnel. Je dirais, en fait, ça permet de brosser aussi le portrait d'une utopie. Mais on l'a dit tout à l'heure, là, les filles du théâtre des cuisines l'ont dit justement, c'est parce qu'en fait, il y a tout un aspect dans la pièce qui est vraiment très critique des rapports de pouvoir inégalitaires qui se cristallisent dans un couple autour de la répartition inégalitaire du travail. Mais il y a aussi, après le procès, là, pendant le procès, puis après, c'est tout un horizon qui s'ouvre devant elle, puis il n'y a aucune limite à ce qui est possible d'imaginer comme futur pour les femmes, pour les filles, pour les enfants qu'elles vont mettre au monde. Et là, comme l'a dit Denise tout à l'heure, en fait, là, elles s'en sont permis. Là, c'était éclaté, mais en même temps tellement important. Dans le fond, c'est ce qu'on voyait vraiment se profiler devant nous, c'est une société extrêmement sexiste sur le plan structurel. C'est du sexisme systémique dont il s'agit. Là. Dans le fond, notre société, les principales institutions ont été créées, celle de la famille, déjà nucléaire, moderne, hétérosexuelle, fermée, refermée sur elle-même, là, qui ne vit pas dans la communauté comme à une autre époque. Le système l'institution du marché du travail capitaliste, l'économie capitaliste fondée sur la croissance constante, mesurer le progrès d'une société au progrès en termes de croissance, d'argent qu'elle va amasser, de biens qu'elle va créer, plutôt que de simplement mettre l'accent sur
prendre soin de ce qui est déjà là, du vivant, de l'environnement. Donc, on voit vraiment se profiler devant nous en lisant la pièce, un idéal d'une société complètement différente qui serait pas seulement égalitaire dans la répartition du travail de care. Dans le fond, ça va vraiment plus loin. C'est une société où c'est le souci des autres, le bien-être individuel, mais des autres aussi, la communauté, mais une communauté où les individus sont libres aussi, qui est projetée, dans le fond, pour la lectrice. Et puis, ce qui est différent aussi, et ce que le théâtre permet, et les arts en général, beaucoup plus que les écrits, en tout cas de philosophie, mais aussi, bon, les écrits académiques là, dans le monde universitaire, c'est que ça donne une épaisseur, dans le fond, il y a une épaisseur de personnalité, ça donne un visage, finalement, à ce qui est critiqué. On voit là des femmes qui ont une vie, des relations, des projets pour elles-mêmes, qui sont des femmes qui rient, mais qui ragent aussi, qui pleurent, qui sont déprimées par leur situation. C'est aussi un autre phénomène là, dont on n'a pas parlé, mais espèce d'ennui, là, de morosité qui s'installe dans la répétition des tâches, puis le fait d'être empêché de vivre la vie qu'on souhaite pour soi-même. Puis ça, bien, on le voit dans la pièce, puis on le sent, beaucoup on le sent. On sent les pleurs, on sent le malaise, le mal-être, le manque d'espoir, le désespoir, mais aussi ensuite, à la fin, il y a vraiment de l'espoir puis beaucoup d'optimisme. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bien vraiment toucher ou saisir par l'écrit simplement là, philosophique, auquel je suis habituée et que j'ai vraiment beaucoup adoré. Je pense que ton commentaire vraiment bien détaillé fait réagir. Véronique, vous vouliez ajouter quelque chose? Véronique, Carole et ensuite Denise, je vous ai toutes vues, ça va. Nana, je suis très touchée parce qu'en fait, il y a deux choses que je veux dire. Une chose qui est plus historique, à savoir que la première pièce du Théâtre des Cuisines a été faite par des filles, donc Carole et Solange et Pierrette. Denise était au Centre des femmes aussi, mais ça a été fait vraiment par une équipe de militantes, deux groupes de femmes monoparentales, du Centre des femmes, dont on était deux à avoir déjà fait un peu, beaucoup de théâtre. Et après, Carole et Pierrette sont arrivées, Denise a embarqué aussi, puisque les autres femmes me disaient, là, on ne peut pas continuer après. Moi, je savais que ça pognerait. Je savais que les gens diraient, venez jouer notre pièce, nous aurons les enfants que nous voulons, dans laquelle tout le message de Maman ne travaille pas est déjà là. Sur pourquoi il faut le contrôle de notre corps, qui est la première lutte. Et j'en profite pour faire une petite annonce, c'est que Nous aurons les enfants que nous voulons va être dans 2 semaines en librairie, publié par les éditions de la Pleine Lune. Et moi, je trouve ça super émouvant que le même mois, à 2 semaines d'affilée, c'est comme vraiment extraordinaire. Et la pièce Nous aurons a fait vraiment montrer que c'est d'abord le contrôle de notre corps. C'est d'abord ça. Et le patron, il dit ça. Je veux contrôler la production et la reproduction. Et c'est le même patron qui est arrivé dans Maman ne travaille pas, qui ne nous lâche pas. C'est encore les mêmes. Là. Donc, c'est juste dire à quel point... voilà, c'est ça. Oui. Carole, vous vouliez ajouter... C'est plus lancer une question peut-être en écoutant Naïma, puis les plus jeunes qui ont parlé. Il y en a plusieurs qui ont dit c'est complètement d'actualité, puis moi, ça me fait sursauter quand même. C'est-à-dire que je comprends en même temps que c'est encore d'actualité, mais en même temps, la société a beaucoup changé depuis 45 ans. Et beaucoup des choses qu'on revendiquait dans Maman ne travaille pas, des garderies, des congés de maternité. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas des équipes de travail ménager comme on les demandait gratuites, mais quand même, tu sais, au moment où on a écrit ça, il y avait encore une majorité de femmes qui étaient sur le marché, qui étaient à la maison. Et d'abord, la pièce, elle parle de ça principalement, des ménagères, qui est un mot qu'on n'utilise même plus dans la société. Donc, je suis curieuse de savoir en quoi,
en quoi et comment ça demeure à ce point d'actualité. Je trouve que c'est un paradoxe intéressant, que la société a quand même beaucoup avancé depuis, a beaucoup changé. Il y a eu une entrée massive des femmes sur le marché du travail. Et pourtant, on dit c'est encore complètement pertinent. Puis je le comprends, la question du soin, du caring, la charge mentale, que c'est encore les femmes qui prennent cette responsabilité-là. Mais puis j'aime aussi ce que vous dites, Naïma, là, à propos du marché du travail lui-même, qui, lui, n'a pas changé et qui, lui, demeure aussi exigeant, sinon plus exigeant, avec l'Internet qui permet de rester connecté au travail 24 heures par jour. Et donc, que les femmes sont sur le marché du travail, eh bien, elles doivent performer, mais il y a tout cet aspect-là de la vie qui demeure. Et puis, oui, que les femmes, je pense, prennent en charge encore plus que les hommes, mais j'aimerais ça aussi lancer une autre question. Dans des couples de même sexe, est-ce que la prise en charge est égale? Est-ce que ça existe, l'égalité dans les couples de même sexe? Des femmes autant que 2 hommes que 2 femmes. Je lance ça pour la discussion plus tard. Et c'est qu'on avait déjà une série de questions qui nous attendaient. Oui, c'est vrai! Mais, non, mais en fait, mais moi, j'aime votre première question que vous posez à propos du paradoxe, en fait, comme « Ah, mon Dieu, pourquoi vous dites que c'est encore d'actualité? » Je ne sais pas, j'aurais comme envie de… Naïma, est-ce que tu aurais envie ou Denise, peut-être que vous avez quelque chose à répondre sur ce fameux paradoxe. Oui, parce que peut-être, Carole, que la classe moyenne ayant augmenté, il y a plus de gens qui peuvent se payer des femmes de ménage, même des gens qui vont faire à manger. Fait que le travail ménager, peut-être à ce moment-là, dans plusieurs couples, il ne prend pas toute la place que ça prenait avant, quand les salaires étaient plus bas. Mais je pense que dans les familles qui ne peuvent pas se payer de femmes de ménage, ça reste un gros problème. Puis, les congés de maternité, la lutte pour les congés de maternité, les congés de maternité peuvent être améliorés. Le réseau de garderie n'est pas complet. Les listes d'attente sont énormes. Il y a encore une lutte très grande à mener au niveau des garderies. L'avortement, c'est jamais un acquis. Dans certaines provinces du Canada, c'est pire que d'autres. Des cliniques de santé pour les femmes, je pense que c'est toujours d'actualité. Moi, je pense que le message est encore d'actualité. Puis je voulais revenir sur, dans la pièce, Naïma, elle parlait, à un moment donné, la pièce peut être plus touchante que des écrits. C'est que dans la pièce, les chansons prenaient une importance. Et puis, les chansons des ménagères, les plaintes des ménagères, ça donnait vraiment de la force à notre message, puis à notre théâtre. Puis les chansons, c'était important parce que c'était comme une chorale, ça nous rendait encore plus fortes. Moi, on m'a souvent dit que c'était des moments de grande émotion quand il y avait les chansons dans la pièce. Puis évidemment, la fameuse chanson « Debout les femmes », ça reste une hymne qui pourrait être qui est encore pertinente et puis qui se redonne facilement puis qui est importante. C'est ça, c'est tout. Merci, c'est vraiment, vous faites vraiment bien le tour, des fois en 2-3 réponses à 2-3 questions, vous filez comme à peu près tous les sujets qu'on a abordés. J'aimerais ça poursuivre peut-être. Est-ce que Marie-Ève Milot, je te donne la parole, est-ce que tu voudrais, je pense qu'avec le temps qui nous reste, peut-être qu'on pourrait poser 2 questions du public. Je sais que les gens ont l'air je vois le petit chat qui flash. Merci, vous avez l'air de… Je ne sais pas, ça a l'air de vous parler, cette discussion, c'est formidable, je suis vraiment très contente. Donc, Marie-Ève, je ne sais pas… oui. Bonsoir déjà. Bonsoir tout le monde. Merci à nos intervenantes. Je vais commencer par vous dire que certaines personnes ont écrit que vous étiez des femmes inspirantes. Fait que je trouve que ça, c'est une belle entrée en matière pour ouvrir le chat.
Déjà, je vais commencer par un petit commentaire parce que je trouve que ça rebondit sur la dernière question qui a été posée, mais il y a quelqu'un qui notait si je me fie aux jeunes mères que je connais, en pandémie, la charge mentale et physique est encore plus grande qu'avant, il me semble, que le contexte actuel exacerbe tout ça. Donc, j'avais envie de le dire à voix haute. Mais voilà, la première question. Quelle a été la réaction-réception du théâtre féministe par les autres formes, groupes de théâtre à l'époque? Carole, oui, si vous voulez réagir. Carole et Véronique ensuite. Oui. Vous compléterez, les filles, mais comment dire, nous, on fonctionnait complètement en dehors du milieu professionnel par choix. Et donc, on avait peu de contact, au fond, avec le réseau de théâtre professionnel. On jouait dans des réseaux comme les groupes populaires, les syndicats, etc. Et puis, on avait un petit lien avec une association qui s'appelait l'Association québécoise du jeune théâtre, la QJT, qui était constituée de jeunes compagnies qui faisaient comme nous du théâtre engagé socialement. Et là, on a eu des discussions, des frictions, toutes sortes d'affaires, mais disons que dans cette association-là, notre travail était reconnu parce que c'était le même type de théâtre qui était valorisé dans cette association. Puis dans le théâtre professionnel, on n'a jamais joué, à ma connaissance, dans un théâtre à Montréal. Et puis, je pense qu'on a eu une critique une fois dans le Devoir parce qu'on a joué dans un festival. Mais ils ne nous connaissaient pas beaucoup. Je pense qu'il y en a qui considéraient que ce n'était pas intéressant, que ce n'était pas du théâtre, que ce n'était pas de l'art, etc. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'on avait vraiment peu de contact. Véronique, vous aviez... non, vas-y, je vais... Je suis substituée en animatrice. Parfait, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Bon, c'est donc ça. Oui, Denise? Oui, moi, ça ne sera pas long, je veux juste dire que quand on était en présence à un moment donné de groupe, l'Association du jeune théâtre, Carole, on se faisait dire par plusieurs de ces personnes-là que notre théâtre était trop didactique. On démontrait, on avait un message, c'était clair, puis on démontrait. C'était la principale critique qu'on nous faisait. C'est tout. Véronique? OK. Oui, on s'est quand même fait traiter de théâtre à pancarte assez régulièrement. Là, je vais faire un petit peu d'ironie, mais enfin, il y a une partie du théâtre maintenant qu'on appelle du théâtre documentaire, qui est quand même plus chic que théâtre à pancarte. Bon, là, c'est de l'humour que je fais. Voilà. Mais le théâtre des cuisines a continué parce que j'ai continué. Et ça a été toute une bataille après, de ce que j'ai pu faire, c'est qu'on était un peu paternaliste avec le théâtre des cuisines. Oui, c'était bien ce que vous avez fait, etc. Puis moi, pour mes demandes de bourse, c'était un parcours atypique, intéressant, mais atypique, parce que je revendiquais que j'avais fait du théâtre et que c'était ça, ma forme de théâtre. Donc, des fois, j'ai eu des bourses, d'autres pas, comme d'autres gens. Mais le coût du parcours atypique, je trouve ça intéressant, en fait, de se faire traiter d'atypique. Fait que c'est ça, parce que je suis encore atypique. Mais voilà. Voilà. Parfait. Bien, j'enchaîne. Je vais commencer par un petit commentaire et enchaîner avec une dernière question. C'est qu'il y a eu une proposition de réponse partielle pour Carole concernant le paradoxe de tout à l'heure. Et j'ai envie de le lire à voix haute. Je le partage. Le soin demeure gratuit. Les emplois salariés de soins demeurent moins payés avec une majorité de femmes qui jouent ces rôles. Et ce, même à diplôme équivalent. Et le salariat demeure imbriqué dans un système capitaliste patriarcal reposant sur la domination. Donc oui, la situation s'est améliorée, mais il reste énormément à faire, d'autant plus que nos sociétés favorisent l'atomisation plus que jamais. Donc les femmes vulnérabilisées peuvent de moins en moins compter sur un réseau social de soutien.
Je trouvais ça important de le lire à voix haute. Je poursuis avec notre dernière question. Déjà, je ne peux pas croire, ça passe beaucoup trop vite. Mais bon, la question est la suivante. On a parlé de réception un peu des pièces, mais est-ce que dans le public, là, il y en avait-tu des hommes à l'époque qui allaient voir vos pièces? Oui, Véronique? Oui, et ce qui était extraordinaire, mais que c'était systématique, la première personne qui levait la main à chaque fois, c'était un gars qui disait « mais ça a bien changé » en 75. Il disait « ça a bien changé ». Assez on avait un personnage du « ça a bien changé ». Et il y a eu à un moment donné le témoin dans la salle là, qui était masqué, qui était, je veux dire, c'était incroyable. C'était vraiment toujours un homme qui levait la main parce que les femmes n'étaient pas habituées. Donc oui, il y avait des hommes, puis c'était intéressant. C'est intéressant pour que les femmes qui soient avec eux, ils entendent ça ensemble. Et puis, oui, je vais parler d'une expérience qui était pour la pièce sur l'avortement au Salon des femmes, par exemple, au Salon de la femme. Il y avait des gens de pro-vie et on s'est fait violemment attaquer, mais très violemment, avec des propos. Moi, je me souviens de ce qu'on s'est fait dire, qu'on était des fonds de poubelle, que Morgan Taylor a dû rester dans un camp de concentration. En fait, c'était vraiment très violent. Ça, c'était vraiment particulier, mais c'était parce qu'on faisait la pièce sur l'avortement et que la responsable du Salon de la femme avait eu le courage de nous inviter. Mais ça, c'était spécifique à ça. Oui, puis c'était pas, à mon souvenir, c'était pas juste des hommes, là, pro-vie, c'était des hommes et des femmes. C'est un cas particulier, là, pro-vie quand même. Moi, j'ai souvenir que oui, il y avait des hommes, la plupart du temps, presque toujours dans la salle. Tu sais, ça dépendait des contextes où on jouait, mais quand on jouait grand public, il y avait toujours des hommes. Puis moi, je n'ai pas le souvenir aussi précis que toi, Véronique, que c'était toujours un homme qui levait la main en premier, mais je veux bien te croire. Mais en tout cas, ça provoquait des discussions. Moi, le souvenir que j'ai un souvenir très précis de à Cause Abscale. On a joué à Cause Abscale, Maman ne travaille pas, je pense que c'était dans le sous-sol de l'église. Puis c'était dans notre tournée à l'été 75. Et puis, il y avait pas mal de monde du village, ou je ne sais pas si c'était un village ou une petite ville. Là, puis il y avait pas mal d'agriculteurs dans la salle. Et puis, il y avait une femme qui s'était levée pour dire qu'elle avait demandé à son mari si elle ne pouvait pas garder le produit ou l'argent du petit veau, ce que le petit veau allait rapporter. Et puis, son mari j'ai le souvenir qu'il était à côté d'elle, puis qu'il s'était levé, puis qu'il avait expliqué pourquoi, puis etc. Et donc, ça provoquait des débats très touchants. Moi, je me rappelle de ça parce que en particulier, les femmes agricultrices, elles étaient particulièrement touchées par ça parce qu'elles étaient vraiment partenaires même de l'entreprise, de la ferme et tout ça, puis elles n'avaient rien, elles possédaient rien du tout. Et puis, donc, moi, j'ai des souvenirs de ça, mais je n'ai pas de souvenirs à part là, le truc de pro-vie, je n'ai pas de souvenirs de réactions agressives, violentes et tout ça. En général, c'était c'était des fois des discussions vives, mais c'était toujours bienveillant, disons. Denise, votre micro. Ah non, je n'avais pas demandé la parole, mais ce que Carole a dit, c'est tout à fait vrai. C'était bienveillant. Et bon, des fois, c'était corsé. Quand il y avait des gens d'organisations de gauche, ils nous poussaient là, au bout, mais c'était toujours quand même bienveillant. J'ai envie de la poser la question parce que à quand un album avec les chansons? Je lance ça dans l'univers, en tout cas. Ça serait bon. 100 personnes qui nous ont écoutés ce soir, je me dis, hey, ça serait bon certain. Oui, Jenny? Oui, j'aimerais ça qu'on nous dise combien il y avait de monde. Ah, on a eu 100 personnes. On a refusé des gens à la porte, ça ne rentrait plus. On était 100
au maximum de notre capacité. Ouais. C'est beau. Voilà. Il y a beaucoup de commentaires, puis peut-être, il y aura, Marc-Claude pourra conclure après, mais que vous êtes des femmes tellement inspirantes. Merci pour l'élan de changement. Vous avez fait beaucoup pour un travail gigantesque pour les femmes. Merci mille fois. Travail remarquable. On vous doit beaucoup, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Voilà. Est-ce qu'on peut les lire, les commentaires? Ils vont rester là? Ou ils vont rester. Oui, OK, parfait. Louise Toupin aimerait parler. Ah, Louise Toupin. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. C'est à la suite de ce que vous venez de dire, là, que dans le fond, les réactions que vous aviez de la salle, tout ça, c'était toujours assez bienveillant. Mais moi, j'ai lu l'introduction de Maman travaille pas à trop d'ouvrages de l'époque, puis on disait que les discussions sur le salaire au travail ménager, par exemple, avaient suscité énormément pas d'hostilité, là, mais comment dire, donc, il y a quelque chose qui me revient. Même Véronique m'a déjà dit qu'il y avait des femmes qui pleuraient juste à discuter de ça. Ça venait les chercher. Et alors, ben, c'est ça, ça contredit un petit peu. Ça ne contredit pas, mais disons, ça apporte peut-être une autre dimension, là. Il y a quand même eu des discussions assez houleuses, au moins sur ce sujet-là. Alors, j'aimerais ça vous entendre. Ça se passait comment? Est-ce que c'est arrivé souvent? Est-ce que... c'est pas pour rien que vous avez changé la version, là. Il y a 2 versions là, de la scène de la fin, là. Et vous avez enlevé ça, le salaire, parce que vous disiez que ça suscite trop d'émotions et on est un petit peu désarmé par rapport à ça. Voilà. Alors, n'importe qui du théâtre... Allez-y, Véronique, oui. En fait, les émotions, là, Louis, c'était beaucoup au cas avec les féministes. C'était vraiment... mon micro est... Est-ce que... Non, ça marche, vous m'entendez? OK. Oui. Je me souviens de quand on a lu la pièce. En fait, un des dilemmes du théâtre des cuisines, c'est comme si on devait représenter la voix de toutes les féministes. Et c'était vraiment un poids impossible. Et quand on a lu à plusieurs féministes avant de la jouer, genre 3 semaines avant, il y en a qui pleuraient justement en disant « Mais vous ne pouvez pas demander le travail au salaire ménager, ça va condamner les femmes à rester à la maison. » Je ne vais pas tout expliquer ça, mais toujours est-il que moi, j'étais une de celles qui était bouleversée parce que j'étais proche de ça. On en a même débattu beaucoup. Et finalement, on a décidé de faire l'autre version, mais à l'édition, on a voulu mettre les 2. Et ça, moi, je trouve ça très chouette. Les féministes, en tout cas nous autres, notre gang, et puis avec le FLF et le Centre des femmes, on a publié nos conflits. La 3e pièce aussi que vous avez faite, à tuer les maisons sans porte, c'est pas facile, il y avait des conflits et ça a été publié. J'ai pas vu d'organismes de gauche qui ont publié leurs conflits internes. Et donc, on n'avait pas, effectivement, mais je pense que c'est beaucoup plus les féministes qui avaient tellement réfléchi là-dessus, qui voyaient les aléas. Et je regardais cet après-midi le Centre des femmes, le Québécoise debout de mai 73, on disait on est contre le salaire, mais on parlait beaucoup du travail ménager, l'exploitation. On rencontre les féministes marxistes qu'on avait hébergées, même Rosa Maria de la Costa et Selma James, qui nous montrent l'importance de ça, c'est-à-dire que c'est un outil stratégique pour parler de la valeur. Eh bien, en juin, je regardais juin 73, notre journal, il dit finalement, après avoir rencontré à 2 mois d'affilée, on peut changer d'idée et puis on trouve que c'est intéressant. Donc, on disait tout le temps, on ne sait pas tout. Mais pour moi, Louise, ça a vraiment été plus entre les féministes, c'était difficile. Et avec la gauche, là, n'en parlons pas. Bon, ouais. Parce que ce n'est pas du travail pour eux. OK. C'est tellement intéressant. Mais entre nous aussi, Véronique, entre nous, dans l'équipe, on a eu des discussions oui, très... Absolument. Oui.
Mais oui, tout à fait. Mais je pense que c'était entre nous dans l'équipe, puis entre les féministes. Puis c'était une vraie question, en fait, que pour moi, qui demeure entière. Est-ce que c'est une bonne idée de rémunérer est-ce que ça se fait, rémunérer ce travail-là, ou est-ce que ça s'arrête? Puis si tu n'as pas d'enfant, est-ce que l'État te paye pour faire ton ménage, etc., etc. C'est une question infinie. Et puis, on l'avait, cette discussion-là entre nous. Puis, c'est vrai qu'il y avait des tensions un peu, mais il y en a eu d'autres, hein, des tensions. C'est une histoire humaine, notre histoire. Denise? Oui, ben c'est ça, c'est un fait qu'on n'était pas tous d'accord avec le salaire. Puis encore aujourd'hui, moi, je ne partage pas l'idée du salaire pour le travail ménager parce que ça confine les femmes dans leur foyer. La seule façon de s'émanciper, c'est de briser son isolement. Et puis, en tout cas, mais ceci dit, c'est ça. On a eu beaucoup de discussions, mais je me demande si ce n'était pas 2-2, ce qui fait qu'on a décidé finalement de le mettre dans la pièce, de mettre cette revendication-là dans la pièce. Puis là, en voyant les débats que ça suscitait, puis que nous autres même, on était partagés, on a décidé de l'enlever. C'était plus simple, plus facile. C'est tout. Bien, si je peux me permettre... si je peux ajouter quelque chose que je trouve un peu drôle, c'est que je ne m'en souviens même pas c'était quoi ma position à moi. Mais en tout cas, mais tu sais, je pense que j'étais nouvelle. Moi, j'arrivais dans ce débat-là. Moi, je débarquais d'une école de théâtre. Puis là, tout à coup, il fallait savoir si on était pour ou contre le salaire pour le travail ménager. Fait que je pense que je suivais un peu comme ça. Mais aujourd'hui encore, je trouve que c'est une question qui est complexe. Et qui, je pense, qui ne sera jamais résolu, quant à moi. Mais c'est intéressant. Puis juste pour nommer cette publication, c'est vraiment, moi, j'avais tellement trouvé ça intéressant, cette lecture. Puis c'est publié avec As-tu vu les maisons sans porte? En fait, c'est à la fin de ça. Puis écoute, ça a été à la genèse de beaucoup de nos discussions, les co-directrices de la NEF sur le dissensus, sur la valorisation de ça aussi. Puis c'est vrai que c'est intéressant de vous voir, vous répondre puis de correspondre. En tout cas, j'invite toute personne intéressée à faire ça. Peut-être pour expliquer un peu, Marie-Ève, juste pour dire, c'est une autre pièce que le Théâtre de cuisine a faite en 1979-80 qui s'appelle « As-tu vu les maisons sans porte » et qui a été publiée par la suite. Mais puis, bon, ça a été un travail collectif qui a été assez difficile. Et puis, après, on nous a demandé, les éditions nous ont dit, est-ce que vous pourriez raconter la genèse de la pièce? Et puis, comme on n'arrivait pas à avoir la même histoire, tout le monde, on a écrit une histoire et puis d'autres ont écrit dans la marge, puis d'autres ont refusé d'être dans la marge, puis ont écrit leur propre histoire, puis tout ça est là. C'est un beau travail d'édition, je trouve. Oui, tout à fait. Puis, au fond, c'est précieux que ça soit là aujourd'hui parce que ça témoigne de quelque chose aussi. Ça témoigne que c'est complexe, le travail collectif, et c'est complexe même entre les femmes. C'est pas l'harmonie tout le temps, puis on a des dissensions, puis on a des tensions, puis il y a des vrais problèmes de leadership et tout ça, on les résout à notre façon. Mais je trouve que ça témoigne de ça, puis je trouve que c'est précieux que ça existe. Véronique, c'est sur la question des dissensions. Les Québécoises debout qui ont été publiées en 82 vont être publiées en principe cet automne. Et dedans, on avait fait des rencontres des anciennes du FLF, genre 7 ans après, puis des anciennes du Centre des femmes, et où là, on parlait encore plus de la chair, de comment c'était. Et c'était plein de contradictions, c'était plein de chicanes, c'était plein... Et on en parle en riant en même temps, 7 ans après. Et on nomme, il y en a qui disent, ben moi, je faisais un trip de pouvoir. C'est-à-dire, on reconnaissait qu'on avait tout à apprendre du travail collectif, en fait. Et que, oui, on veut bien être féministe, mais on avait tout ce bagage-là aussi, militant de gauche patriarcale, en fait, avec l'avant-garde, toutes ces notions-là. Et on en parle, et c'est vraiment, quand ça va être publié, là, lisez ça, les tables rondes du FLF et du Centre des femmes. C'est un peu comme une pièce de théâtre, comme Naïma disait, il y a plus de chair, c'est sûr, dans l'art,
même si on a besoin de la théorie. C'est parce qu'on a étudié les théories et lu Maria Rosa et lu beaucoup d'autres grandes théoriciennes et théoriciens, aussi qu'on a pu formuler ce qu'on a formulé dans la pièce dans Maman ne travaille pas. Mais c'est sûr, une dernière petite chose par rapport au rôle de l'art dans l'action politique, de toute façon, le privé est politique, on le sait. Quand on a joué Nous aurons les enfants que nous voulons, c'était encore très tabou, l'avortement. C'était le 8 mars 1974. À la fin, c'était, les femmes étaient en pleurs, c'était une ovation. Et là, il y a une dame que je connaissais qui était une chrétienne, féministe, qui était une amie de ma mère. Ma mère était contre l'avortement. Et elle vient me voir et elle me dit, tu sais, j'ai toujours été contre l'avortement, mais elle dit, avec votre pièce, je ne pourrais jamais ne pas vouloir qu'une femme se fasse avorter si elle le veut. Ben, j'ai dit, c'est juste ça qu'on veut, c'est le droit de choisir. Et c'est la pièce qui avait fait ça, parce qu'on partait de l'expérience des femmes. Donc, c'est bon de faire du théâtre. Ben oui, puis ben, je trouve qu'au début, vous parliez de cœur à cœur. Je trouve que c'est ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de conclure sous cette expression. Je la trouve belle, de cœur à cœur. Puis d'ici à ce que l'album sorte, je vais laisser la parole, la conclusion à Marc-Claude Garneau. Merci, Marie. Mais en fait, je vais juste prendre le relais de ce que tu dis. C'était vraiment touchant de voir qu'il y avait autant de monde ce soir, malgré qu'on soit à distance, qu'on ne soit pas dans une librairie entassées les unes sur les autres avec nos petits verres de vin en plastique. Mais malgré tout, merci beaucoup. Merci Rachel, Camille au Remue. Merci Anne, qui doit être quelque part aussi, Anne Migné-Lorrain. Merci Naïma, Denise, Carole, Véronique. C'était vraiment précieux. C'est vraiment un beau moment, je pense que. Et on est vraiment fiers à la Nef d'avoir réédité cette pièce extraordinaire qui est Maman ne travaille pas à trop d'ouvrages. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, la porte est ouverte. Nous pouvons maintenant quitter vers